Moi, j'avais une question pour Xavier Mauduit. Euh, donc, effectivement, comme vous avez dit, on a gardé pas mal d'attributs monarchiques ou impériaux à la République. Mais est-ce qu'on n'est pas justement en train de revenir dessus depuis quelques années? Je pense par exemple au rôle de première dame qui est plus ou moins de facto qui a disparu, et à tout tout ce qui est président normal, etc., et de réduction du train de vie. Alors, en fait, vous savez, il y a un phénomène qui est assez courant en histoire. Je reprends des notions devenues classiques aujourd'hui, l'invention de la tradition, il est très bon. En fait, il est très bon de s'inscrire dans une temporalité longue en période de trouble et d'être en rupture quand tout va bien. C'est-à-dire que, vous voyez, on ne se permet pas de tout casser quand ça va mal. C'est complexe comme idée, mais on le voit assez facilement. Je suis en train de chercher un exemple, mais quand Lady Di meurt, pas mal ça, Lady Di, tiens, la monarchie britannique est un petit peu contestée. Vous avez vu les funérailles somptueuses. Enfin, vous voyez, c'est Pascal Horry qui m'avait soufflé l'exemple, qu'un autre historien avait... Je rends hommage. Non, c'est lui qui m'avait dit ça. Et c'est vrai que l'idée marche bien, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette stabilité par l'image, ça rassure quand la situation est complexe, quand on est un peu contesté. Et les seules innovations qu'on pourra avoir, mais enfin, je pense que la présidentielle qui s'annonce, ça va être juste une caricature de tout ça, il n'y aura aucune innovation, parce qu'on est en période d'incertitude. Mais les seules innovations, c'est quand tout va bien et qu'on est en pleine période de croissance. Et c'est d'ailleurs le cas du Second Empire. Le Second Empire favorise une croissance économique et se permet des innovations. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur Mauduit, de votre intervention. J'avais une question de l'ordre iconographique par rapport à votre présentation, notamment la différence de la scène, la représentation entre guillemets historique des chasses impériales et la photographie prise d'une telle chasse impériale pendant la Troisième République. Et je voulais donc poser une question sur voilà, les deux médiums utilisés d'abord. Donc la peinture pour une peinture d'histoire, d'autre côté la photographie qui est dans la véracité intrinsèque de son médium. Et je voulais comparer ça avec le tableau justement de Winterhalter, des dames de compagnie de on n'ose plus dire dames d'honneur maintenant. Donc les dames d'honneur de l'impératrice. Et comme on a vu, alors dans la peinture, on en désigne 8, alors qu'en réalité, il n'y en avait que 2. Alors, dans la peinture qu'on a vue, vous avez parlé que c'était un peu la version cheap sous la Troisième République. Mais si on prend compte de l'exagération iconographique qui aurait pu avoir lieu dans la peinture d'histoire, on voit une foulée de chiens, on en voit des vingtaines, des trentaines, mais en soi, on ne sait pas à quel point c'est cheap ou pas. Charles-Éloi Vial, qui est juste là et qui est le spécialiste des chasses au XIXe siècle, et il faut dire de la vénerie, spécialiste des chasses, on dirait que c'est un plombier. Et donc, spécialiste de la vénerie, me contredira pas. L'émeute était vraiment impressionnante et surtout il y a des photos des chasses sous le Second Empire, et dans cette volonté de construire un spectacle pour les invités notamment, il y avait une démesure de personnel, de beauté de tenue, de livrée. Les récits aussi sont là, mais en tout cas, je veux dire, sur la photo, de toute façon, là, on en a d'autres. Les meutes étaient impressionnantes, les tenues étaient impressionnantes, et il y avait vraiment une construction autour de la vénerie qui avait atteint un sommet sous le Second Empire, qui était absolument somptueux. Et c'est vrai que, quand je dis sous la République, c'est un peu cheap. D'ailleurs, les présidents chassent peu. Giscard a chassé, mais les autres... La photo que je vous ai montrée, c'était 31... fin 31, donc c'est Paul Doumer. Il chasse pas en fait, c'est un sénateur qui chasse. Nos présidents chassent plus, c'est pas plus mal en fait. Donc, juste pour terminer, la question en fait, c'était est-ce qu'on peut parler, même si effectivement, comme vous le dites, cette splendeur, cette ampleur est vraie dans l'histoire, est-ce qu'on peut justement parler d'une différence entre la véracité et le fantasme de la gloire impériale ?
dans l'iconographie. Non, je pense pas. Hein. Je pense qu'il l'iconographie reflète la réalité. Vraiment, on est en plus à une période où on a la chance d'avoir, je vous dis, des photographies, mais bon, elles sont en noir et blanc. C'est important, hein, le noir et blanc, ça donne une image assez sombre. Le Second Empire et cette période de transition, il y a beaucoup de photographies, mais il y a évidemment énormément de peintures, et ce qui donne une image très éclatante du pouvoir. Et ensuite, quand on se met à illustrer, on tombe sur beaucoup de photographies fin 19e, début 20e, et ça nous donne, nous, dans notre inconscient, une image assez noir et blanc du pouvoir. Et voilà, le Second Empire profite de ce rayonnement. Mais le faste impérial est vraiment une référence. Et pour vous donner une illustration, et là, il faut parler un peu scientifique, je pense que pour ressentir le mieux ce qu'est ce Second Empire, et ça va arriver bientôt, c'est à Noël, vous regardez Sicile impératrice, quoi. C'est exceptionnel. Moi, pour maintenant bien connaître la maison de l'empereur et les palais, quand je regarde Sicile impératrice, je crois que je touche du bout de doigt ce qu'ont pu être les palais impériaux. Parce que la France a servi de modèle un peu dans toute l'Europe. Et vous allez voir, on y est, quoi. Si je peux ajouter juste... Ça n'a pas l'air de marcher. C'est bon. Si je puis ajouter juste quelque chose sur la question du rapport entre la photo et la peinture, parce que nos collections à Compiègne sont tout à fait adéquates pour voir ce qui s'est passé dans l'iconographie impériale. On a sans doute le fond le plus important concernant l'iconographie des souverains. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Napoléon III ne s'est quasiment pas fait photographier en tant que souverain. On a des photos d'ordre plus intime, de famille, je dirais, certaines photos même avec l'impératrice Eugénie, où on dirait un petit couple bourgeois, mais on n'a pas l'équivalent de ce qu'on trouve par exemple en Angleterre pour la reine Victoria et le prince Albert, où on a des photos par exemple du prince et de la reine inaugurant l'exposition universelle ou dans des manifestations officielles. Napoléon III est plutôt resté traditionnellement attaché à une iconographie picturale, diffusée par la gravure de façon classique, mais n'a pas recouru à la photographie comme médium de présentation du pouvoir. Et ça, c'est intéressant. Et de voir qu'en Angleterre, ça ne s'est pas passé comme ça montre aussi un peu l'état d'esprit spécifique à la France. Enfin, ce serait quelque chose à préciser, mais c'est quand même révélateur. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais c'est tout à fait ça, oui. On a des photos, c'est rigolo d'ailleurs, où il est en train de poser, je pense à la photo sur ce faux cheval d'Arçon, enfin ce cheval d'Arçon là, où il pose en fait pour le tableau. Mais maintenant, on regarde la photo. Merci. Si je puis préciser simplement, Napoléon, enfin le prince-président a eu une photo officielle qui l'a profondément déçu. Et je pense que par la suite, il ne se fera plus photographier dans ses vêtements, enfin, avec le faste, parce que simplement, il souhaite, enfin, il veut contrôler son image plus facilement avec les portraits, même si certains portraits n'ont pas plu, comme portrait de Flandrin, mais le portrait de Cabanel a été apprécié par la famille. Et par contre, on a quelques portraits de l'impératrice, et notamment en régente avec la couronne. Mais je pense que c'est autant le Second Empire invente une forme de représentation, elle invente aussi le contrôle de son image. Oui, à propos du musée de Compiègne, lors de l'incendie des Tuileries, est-ce qu'on a pu récupérer malgré tout quelques objets? Je sais qu'au musée des Arts Décoratifs, il y a un énorme surtout de table des Tuileries, qui est en métal, qui est assez abîmé, mais qui est assez spectaculaire. Alors, est-ce qu'on a eu le temps, dans les jours qui ont suivi, quand même, parce qu'il y avait énormément de choses, de récupérer quelques tableaux, quelques meubles qu'on aurait bien sûr qu'on aurait récupéré, qu'on aurait depuis conservé? Oui, on a eu le temps de récupérer des objets. Déjà, l'incendie des Tuileries a eu lieu en 1871, donc il y a eu quand même un laps de temps assez important entre la chute du régime, le moment où l'impératrice Eugénie est partie en catastrophe des Tuileries, et puis l'incendie. Et puis, donc, même après l'incendie, il restait encore des objets comme ce fameux surtout qui a brûlé, mais qui a quand même été conservé avec les traces de l'incendie. Et par exemple, le portrait de Cabanel que vous avez dans l'exposition, le portrait de Napoléon III, l'impératrice Eugénie a réussi à le faire exfiltrer, entre guillemets.
Et il est arrivé en Suisse, à Rennenberg, et ensuite en Angleterre. On ne sait pas trop comment. Apparemment, c'est un officier qu'elle a dépêché pour le récupérer, parce que vraiment, elle y tenait beaucoup. Mais en même temps, on se demande comment il est sorti, étant donné la taille qu'il faisait, parce que c'est une œuvre de grande taille qu'on ne pouvait pas mettre dans sa poche. Mais on sait que l'impératrice a fait récupérer aussi des vêtements. C'est comme ça qu'un certain nombre d'objets importants, ou du moins qui avaient appartenu directement au couple impérial, ont été sauvés. Parce qu'en fait, les Tuileries ont été conservées entre le 4 septembre et le mois de mai, et je pense qu'ils étaient bien gardés. Donc, oui. Est-ce qu'il y a eu quand même peut-être quelques tentatives de prendre des objets Il y a eu, oui, des tentatives, disons, de faire récupérer des objets pour donc l'impératrice, et puis aussi des tentatives, bien sûr, du pillage, tout simplement. Oui, puis le mobilier national qui intervient. Qui a C'est-à-dire récupéré qu'il y a la liquidation de la liste civile qui se met en place, Voilà, oui. et tout est bien rangé. Notamment, le cabinet de l'empereur est extrêmement scruté parce qu'il y a tous les papiers secrets. Et donc, on publie d'ailleurs les papiers secrets du Second Empire. Et pour le mobilier, le mobilier national récupère et tout est réorganisé. Mais il reste pas mal de choses dedans, et tout ça se termine dans un grand brasier, d'où le flamboyant Second Empire. Et on sait aussi que, par exemple, les diamants de la couronne ont été mis sous clé, de même que les décorations de Napoléon III. C'est comme ça qu'on les a aujourd'hui, d'ailleurs. Mais certaines pièces, par exemple, dans les décorations qui étaient en brillant, ont été volées. Donc, on voit que, certains se sont servis, mais les Tuileries ont quand même été, pendant la période intermédiaire, mises sous garde, entre guillemets. Et alors, dernière question, pour terminer sur cette question, que faut-il penser du projet de reconstruire les Tuileries ? Tartignol. Alors, pendant longtemps, j'ai réfléchi, vous savez, et là, maintenant, ça y est, j'ai décidé d'être rigoureux. C'est nul, c'est bête. Parce que, mais soit les Tuileries étaient reconstruites avant leur destruction définitive en 1883, et là, pourquoi pas, et c'est vrai qu'il restait des choses. Mais alors maintenant, vous imaginez Disneyland au cœur de Paris. C'est-à-dire que vous cassez la perspective, vous détruisez un lieu de mémoire. L'absence des Tuileries est un lieu de mémoire. Ce ne sera pas le premier, mais qu'est-ce que vous mettez à la place ? Et là, vous faites Disneyland. Donc ça ne peut pas marcher, malgré toute la volonté, je comprends bien, mais... Les pays qui ont voulu, en partant de zéro, reconstruire entièrement, le dernier exemple, c'est la Jungfrau-Kirche de Dresde, qui était en miettes et qui est maintenant un magnifique exactement, monument baroque. Ça a l'air un peu... Oui, mais il y a toujours cette temporalité qui... Dresde, c'était hier. Le Second Empire, ça y est, maintenant... Oui, mais d'un autre côté, ce serait peut-être le meilleur moyen de désengorger le Louvre. Non, avec ces millions de visiteurs et ces réserves qu'on ne sait plus où mettre. Non, il faut les envoyer à Orsay, les visiteurs. Je crois qu'il y a encore une question. Question d'Yves Badès, commissaire de l'exposition. Non, pas tout à fait une question, pardon, pour nos intervenants, mais une réponse à monsieur. En tant qu'ancien inspecteur du mobilier national, je me permets d'ajouter juste une précision sur les Tuileries et sur son mobilier. En fait, l'impératrice, les appartements de l'empereur et de l'impératrice ayant été vides très tôt, avant l'incendie, évidemment, de nombreux objets ont été retirés, notamment de l'appartement. Et certainement sur décision de l'impératrice. Ainsi, les tapis des 3 salons qu'elle a fait construire existent toujours dans les collections du mobilier national. Ils n'ont jamais été restaurés. Un a été retissé et copié au début du siècle, d'ailleurs, vers 1912, je crois. Mais ces tapis existent toujours. Et d'autres témoignages, effectivement, tout comme le portrait que citait Laure Chaban précédemment, d'autres témoignages laissent penser même que dès que l'impératrice est en Angleterre, en réalité, elle reçoit un jour la surprise dans ses aménagements de retrouver reconstituée une petite bibliothèque qu'elle avait aux Tuileries. Et en fait, c'est l'empereur qui lui avait fait cette délicatesse et qui donc a fait sortir là tout un petit ameublement qu'elle cite au travers de ce souvenir. Et donc, effectivement, on ne sait pas très bien comment ces choses-là sont sorties. En fait, il en est de même aussi de Saint-Cloud, puisque dans l'exposition, vous avez vu qu'il y a des objets qui viennent de Saint-Cloud, ou Saint-Cloud qui brûlera. En fait, le concierge du château
avait pris la précaution de faire retirer certains des meubles les plus historiques, les plus précieux, ou en tout cas de les garder, ce qui fait qu'ils ont été épargnés, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de choses de Saint-Cloud, dont la très belle Psyché qui est conservée aujourd'hui à Compiègne. Donc en fait, il y a quand même eu des sauvegardes en réalité, et comme on a pu le voir aussi d'ailleurs pour les questions de tableaux du Louvre aussi, qui ont été aussi mis en caisse et aussi en prévision de l'invasion allemande. Donc enfin, le pouvoir était très très lucide sur ce qui pouvait advenir finalement de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu en revanche d'énormes pertes, parce que les Tuileries étaient un palais immense et qu'on ne pouvait pas démeubler au vu et au su de tout le monde un palais entier. Pareil pour Saint-Cloud, donc il y a quand même eu d'énormes pertes. Mais il y a eu des sauvetages, des choses les plus précieuses. Et c'est comme ça qu'il y a toujours aujourd'hui au Palais de l'Élysée une très belle console en porcelaine de Sèvres du Premier Empire, qui était jusqu'alors conservée à Compiègne, à Saint-Cloud, dans les grands appartements. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez dans l'exposition un canapé qui vient de Saint-Cloud également. Merci. Bien, puisque Xavier Mauduit m'a nommé maître de cérémonie, je profite de mon titre pour proclamer la fin du colloque. Donc, mais juste quand même pour remercier vraiment très vivement les présidents de séance, les intervenants, remercier vraiment le public qui a été fidèle pendant ces 2 journées et qui a vraiment porté l'ensemble des intervenants. Vous donnez rendez-vous bien sûr sur le site du musée d'Orsay dans quelques temps, puisque l'ensemble de nos débats sera accessible. Et vous remercier et vous inviter bien sûr à retourner encore et toujours voir et revoir cette exposition qui dure jusqu'au mois de janvier. Donc encore merci pour votre présence et à très bientôt pour les autres manifestations qui sont liées à cette exposition.